Personne à aucun moment dans notre parcours nous dit c'est important de faire un travail que t'aimes bien, c'est important de te sentir bien le matin. Moi qui étais de base ultra naïve et qui du coup laissait rentrer à peu près n'importe qui dans mon entreprise. Maintenant j'ai presque le positionnement inverse où je pars du principe que la personne elle peut vouloir me nuire même si elle a l'air hyper gentille. Elle a généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 25 ans. Margot Cunego. Quels seraient les 3 conseils à donner pour quelqu'un qui veut booster son biz? Déjà, premièrement, je pense qu'il faut... Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs et des entrepreneuses. Aujourd'hui, on en reçoit une extraordinaire. Elle a généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à 25 ans. Margot Cunego. Bonjour Margot. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour Margot. Et Margot, effectivement, tu accompagnes des femmes à s'épanouir, des femmes à casser les codes, des femmes à entreprendre. Tu as une académie où tu as accompagné plus de 2700 femmes. Tu vas nous en dire plus tout de suite. Tu as été aussi confronté à certains défis juridiques sur lesquels on va revenir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, donc moi je m'appelle Margot, je suis ravie d'être ici, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, j'ai 25 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans avec la volonté de base de devenir libre et de faire un travail que j'aimais faire. Et en fait, au fur et à mesure des mois qui ont passé, mon entreprise qui a commencé à se développer, je me suis rendu compte que j'avais un truc beaucoup plus puissant à transmettre et une mission beaucoup plus forte envers les femmes. Et que je pense par des trucs que j'ai vus, moi, dans mon enfance ou des modèles avec lesquels j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme travail de déconstruction à faire par rapport à l'argent, par rapport à l'entrepreneuriat chez les femmes. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la construction du programme Boost Ton Biz il y a 3 ans de ça, que ça reste encore aujourd'hui ma principale activité et je pense que ça le restera pendant un long moment parce que je pense que j'ai envie d'inspirer le plus de femmes possible à se lancer, à croire en elles et à se faire assez confiance pour se dire qu'elles sont capables elles aussi de réussir dans leur vie et dans leur business. Ouais, tu es une véritable source d'inspiration. Tu es d'ailleurs suivi sur les réseaux sociaux. Tu as des milliers d'abonnés sur LinkedIn, sur Instagram évidemment. Voilà, donc tu incarnes finalement cette femme qui est passée à l'action et qui réussit. Et c'est ça quelque part que tu proposes et que tu promets dans un cadre, et on y reviendra, avec des challenges où finalement tu apportes l'énergie du passage à l'action aux entrepreneuses. Tu as lancé cette activité quand tu avais 21 ans, c'est-à-dire Oui. que tu as vite quitté le monde des études, en tout cas des études supérieures, Oui. pour aller dans cette direction. Je dirais que c'est très précoce, en tout cas dans cette manière d'aborder. Tu t'es dit à 21 ans, je veux aider les femmes à en ouvrir ou à se lancer dans le business. C'est arrivé comment? Tu t'es lancé de quelle manière? Comment tu as eu cette idée de cette académie? Alors, au départ, j'étais pas forcément, je me disais pas que j'allais aider les femmes. En fait, de base, c'est venu d'une idée, encore une fois, au départ, un peu égoïste, mais juste, j'étais, en fac de droit, d'ailleurs, pendant 3 ans. Et moi, j'ai vraiment détesté mes études. Je me suis retrouvée un petit peu là parce que ma mère, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse du droit parce que ça allait m'apporter plein d'opportunités. Et vu que je savais pas quoi faire, j'ai fait ça. Et en fait, après 3 ans, je me suis dit, bon, en fait, je peux pas continuer, c'est pas possible. Donc, je suis partie faire une année sabbatique en Australie. Je me disais que je reprendrais un master en rentrant. Et finalement, en Australie, j'ai rencontré des gens qui travaillent depuis leur téléphone, depuis leur ordinateur, qui me disaient, non, mais c'est possible. Ils avaient mon âge, ils étaient graphistes, CM, et puis voilà, ils se faisaient leur argent en travaillant depuis partout. Et du coup, en rentrant, j'avais cette idée en tête et je me suis dit, non, mais je vais pas reprendre mes études, je vais me lancer là-dedans. Donc bon, ça a été tout un débat avec ma famille, etc. Mais bon, finalement, je me suis quand même lancée. Et au départ, je me suis lancée en tant que community manager. Donc je me disais juste, voilà, je vais créer du contenu pour les entreprises. Et c'est à force de le faire, à force de voir et de discuter avec tant de femmes dans l'entrepreneuriat, que je me suis rendu compte qu'elles avaient tellement de croyances, de peurs, de blocages, de freins qui les empêchaient de se lancer et surtout de réussir aussi bien que les hommes, entre guillemets. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible qu'il y ait autant de disparités dans le nombre de femmes qui veulent se lancer et qu'il fallait. Et la raison de pourquoi est-ce que c'était le cas,
c'était principalement le fait qu'il y avait aucune personne pour leur montrer la voie et personne pour leur dire bah regardez, je l'ai fait, je partais de rien, j'étais étudiante, mes parents ils étaient fonctionnaires, il y a personne qui m'a aidée et pour autant j'ai réussi. Je vois pourquoi est-ce que vous arriveriez pas à le faire non plus quoi. Et donc quand je me suis rendu compte de l'importance d'avoir quelqu'un qui te dit que c'est possible et que tu vas y arriver et que ça a aidé autant de femmes, je me suis dit bah en fait c'est à ça que je vais consacrer tout mon temps, toute mon énergie. Est-ce que tu es en quelque sorte le produit de ton produit? C'est-à-dire que en fait, moi, ce que j'ai l'impression, parce que je te suis aussi sur les réseaux, hein, t'as plus de 35 000 abonnés sur LinkedIn. Moi, je te suis sur le réseau LinkedIn. Et très clairement, ce que tu inspires et ce que tu incarnes, c'est justement cette Margot qui était initialement une femme comme les autres quelque part, et puis qui a bousculé, qui a cassé un peu les codes. Et donc quelque part, pour ces femmes que tu inspires, je pense que c'est aujourd'hui la Margot d'aujourd'hui que tu quelque part que t'es un peu le modèle à quoi elle pourrait ressembler. C'est un peu ça aussi. Mmh. C'est mon objectif en fait, c'est justement pour ça que je raconte aussi souvent mon histoire, c'est parce que je pense pas que j'avais eu des prédestinations particulières à entreprendre. J'avais pas des parents entrepreneurs, j'avais pas d'argent quand je me suis lancée, j'avais pas de réseau, j'avais aucun contact. J'avais pas d'expérience, pas de diplôme, pas d'expertise, rien du tout. Et si j'ai pu amener mon entreprise à ce niveau où elle est aujourd'hui, c'est bien la preuve que c'est largement possible de le faire et pas forcément à ce niveau-là, mais genre juste de gagner sa vie avec un travail que t'aimes depuis chez toi et en faisant ce qui te fait plaisir. Je pense que c'est accessible, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu pars, etc. Ça veut pas dire que tout le monde va y arriver, mais c'est juste que en fait, il n'y a pas de critères et de règles qui font qu'une femme ne pourrait pas y arriver. Et donc moi, je veux inspirer le plus de femmes pour qu'il y en ait le plus d'entre elles qui y arrivent. Et alors, on voit souvent sur les réseaux, notamment chez certains hommes, des codes de la réussite. Ça va être d'avoir une belle montre, d'avoir une belle voiture. Voilà. Quels seraient, du coup, pour toi, les codes de la réussite plus féminin? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont profondément différentes? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors moi, je sais que contrairement, si par exemple je devais show off et montrer mon lifestyle sur les réseaux, ça marcherait beaucoup moins que si un homme le faisait. Je me sers très peu de mon lifestyle et du moins de ce qui est matériel pour inspirer. Oui, j'ai des sacs à main, j'ai une montre, etc. Mais c'est pas du tout ça qui me fait vibrer et qui fait vibrer ma cible. Par contre, ce qui inspire plus, c'est que là, 3 fois dans l'année, j'amène toute ma famille. À chaque fois, on est 25-30. On part au Portugal, on part dans des endroits en Europe et genre on a une belle villa, quelqu'un qui nous fait à manger, qui s'occupe de nous pendant une semaine. Et ça permet de réunir ma famille 3 fois dans l'année dans des conditions de ouf. Et ça, par contre, c'est un truc qui, moi, déjà, est ma raison numéro 1 et ce qui me fait le plus plaisir au monde et ce qui inspire aussi beaucoup plus passible. Donc, je pense qu'il y a plus un truc de faire plaisir à soi, faire plaisir aux autres, offrir, contribuer, plutôt que montrer des grosses Rolex et des Lambo à Dubaï, quoi. Voilà. Tu as commencé donc à 21 ans et quels sont finalement les obstacles que tu as rencontrés et quelle est la manière dont tu as entrepris, qu'est-ce que tu as fait pour passer ces obstacles? Ouais. Il y en a eu énormément. Je pense que les obstacles principaux que j'ai eu en dehors des obstacles très état d'esprit, très les difficultés avec moi-même que j'ai vécu. Je pense qu'il y a eu énormément de comment dire, de mauvaises personnes à qui j'ai fait confiance, de mauvaises personnes que j'ai laissé rentrer dans mon entreprise. Et je pense que ça va faire ça peut faire une liaison aussi avec vous, votre domaine, mais je pense que j'ai laissé rentrer plein de gens, quelques personnes à qui j'ai laissé beaucoup de place dans mon entreprise, qui ont à plusieurs reprises un peu pas ruiné mon image, mais qui ont du moins contribué des fois à faire des choses pas cool. Je me suis retrouvée dans des situations pas cool parce que je m'étais pas forcément sécurisée. J'ai perdu de l'argent aussi parfois dans des situations où j'étais pas protégée. Et c'est aussi le jeu, je pense, mais il y a eu pas mal de choses comme ça qui se sont arrivées
dans les dernières années. C'est vrai que quand tu commences aussi à bien fonctionner, à développer une boîte et en plus de manière assez fulgurante avec finalement un scaling assez appuyé, bah tu deviens forcément aussi une proie pour des gens qui sont mal intentionnés, qui voient que tu as de l'argent, qui se disent bah on peut aller lui soutirer de l'argent, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place justement pour te prémunir de ces personnes potentiellement toxiques, justement qui pourraient te tourner autour? Alors déjà, j'ai beaucoup moins, enfin, par principe, maintenant, c'est presque triste à dire, mais je vais, moi qui étais de base ultra naïve et qui du coup, ben, laissait rentrer à peu près n'importe qui dans mon entreprise et laissait beaucoup de responsabilités un peu à n'importe qui. Maintenant, j'ai presque le positionnement inverse où je pars du principe que la personne, elle peut vouloir me nuire, même si elle a l'air sympa, même si elle a l'air hyper gentille. Et du coup, bah, déjà, j'ai beaucoup plus de méfiance, donc je prends beaucoup plus mon temps et je fais des bien meilleurs contrats. Je pense que ça a fait la différence aussi. C'est ça. C'est que, enfin, maintenant, mes contrats, ils sont faits par un avocat. Tout est millimétré, là où avant, genre, enfin, je pouvais travailler sans faire de contrat et donner mes codes Instagram sans aucun problème, et je l'ai fait pendant très longtemps. Sauf que je me rendais pas compte du mal que ça pouvait faire, quoi. Donc c'est sur le plan juridique où ben voilà, tu as eu ton réveil juridique Oui. voilà. Et donc Ah oui, je l'ai eu. tu t'es aperçu. Alors tu as dit il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'obstacles. Ça veut dire que est-ce que ce réveil s'est fait en une fois ou est-ce qu'il s'est fait petit à petit Ouais. et tu t'es rendu compte à quel point il fallait vraiment là que tu prennes le taureau par les cornes et que et que tu fasses et que tu réagisses. Il s'est fait vraiment petit à petit parce que Ah. au départ, je me disais juste bon bah voilà, c'est arrivé, pas de chance. Puis la fois d'après, je me disais bon voilà, mais en fait, j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais régler toutes ces situations juste en ayant un contrat parfaitement bien rodé, et que si c'était le cas, bah il m'arriverait beaucoup, en tout cas du moins beaucoup moins de problèmes. Ça s'est vraiment fait en plusieurs fois, et il m'en a fallu, disons qu'il m'a fallu plusieurs grosses enfin gros murs dans la tête pour que je me dise OK, là peut-être qu'il faut vraiment se sécuriser plus que ça. En fait, le juridique est un soutien, est un pilier, c'est-à-dire que finalement, je pense qu'il y a le recrutement qui doit être bon, et donc bah là, c'est vraiment Oui. comment détecter, et peut-être que ton intuition est importante, peut-être que si finalement le recrutement est pas forcément la zone de confort, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider sur ce sujet-là, et puis en parallèle, avoir justement une structure juridique et des contrats, parce que bah pour nous, et on le dit souvent, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle, et le meilleur outil de contrôle, ça reste un bon contrat, par exemple avec ses freelances. C'est ça. Je pense qu'il y a trop de gens qui se disent et moi la première, hein, vu que j'ai un bon feeling et que je le sens bien et tout, en vrai, bon, ça devrait le faire, quoi. Et moi, c'était vraiment mon excuse à chaque fois, c'était: «Non mais il pourrait jamais me faire ça, non mais elle pourrait jamais me faire ça. C'est sûr, elle est trop sympa, elle est trop gentille, on s'entend trop bien, jamais ça pourrait mal se passer». Et donc bon, tu te dis: «Oh bon, au pire, je le ferai plus tard», et puis tu le fais pas, et au bout d'un moment, c'est un peu tard, quoi. J'aimerais bien en revenir à ton état d'esprit Oui. profond. Comment se fait-il que, bah, justement, toi, dans ton environnement tel que tu as grandi, tel que tu étais, et puis finalement aussi avec ton mindset féminin, bah, justement, comment t'identifies avoir réussi à pouvoir casser tes plafonds de verre plus facilement que d'autres? Est-ce que tu as eu un accompagnement à un moment donné sur le plan du mindset qui t'a permis d'avancer? Est-ce que c'est quelque chose que tu portais Mmh. profondément en toi? En fait, je pense que déjà, j'ai eu un cheat code, c'est que ma mère, elle m'a toujours dit que je pourrais faire tout ce que je voulais dans ma vie, que j'aurais jamais, enfin, qu'il y aurait Mmh. rien qui pourrait me résister, et ça, c'est un truc que tu peux pas, enfin, Ouais, voilà, confiance profonde. voilà, c'est ça. C'est profondément, genre, peu importe ce que j'ai fait quand j'étais petite, elle me disait toujours «Mais oui, tu vas être la meilleure, allez, let's go». Ça a eu ses côtés un peu plus négatifs, dans le sens où j'ai toujours dû prouver que j'étais la meilleure, que j'étais la meilleure, que j'étais la meilleure. Donc ça a eu son côté négatif, mais par contre, ça m'a laissé une croyance profonde que il y a absolument, enfin, que je pouvais tout faire. Donc déjà, je pense que ça m'a énormément aidée. Et je pense que, enfin, ça a pas, il y a pas eu juste ça. Je me suis vite dit que, en fait, je préfère toujours tester un truc plutôt que, enfin, en fait, je m'en fous de rater un truc, je m'en fous de me taper la honte, je m'en fous de me foirer, je m'en fous de faire tout ça. Je préfère toujours me dire: «Bah, j'y vais quand même, et puis au pire des cas, bah, ce sera un échec et c'est pas grave, je passerai à autre chose».
Et le passage à l'action, ouais, quoi. c'est ça. T'avais C'est pas de ça. problème. C'est vrai que effectivement, on retrouve parce que nous, dans nos clients, on a beaucoup de clientes, hein, notamment avec InFollowers, et beaucoup de clientes qui finalement ont des problématiques de passage à l'action, sont Oui. procrastinatrices. On les appelle les Ah oui. entrepreneurs procrastinateurs. Et c'est vrai que souvent, on constate que chez les mecs, ils foncent et Ah puis ils oui, oui. réfléchissent après. Et t'avais peut-être plus déjà ce mindset toi aussi Oui. de Bah, fonceuse, quoi. c'est ça. En fait, je me suis vite rendu compte que, enfin, si la réflexion, ça amène pas vraiment à à un quelconque résultat. Je pense que c'est important d'en avoir et de pas non plus faire n'importe quoi. Genre, je me suis jamais mis en danger ou autre, mais par contre, j'ai rapidement compris que, en fait, tout le temps que j'allais passer à réfléchir, c'est du temps que j'allais perdre et que j'avais tout intérêt à y aller. Et je pense que c'est le truc numéro un que je travaille avec mes clientes et autour duquel on discute encore et encore et encore et encore, parce que je pense que c'est le problème numéro un des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, parce qu'elles veulent être trop parfaites, elles veulent être perfectionnistes, elles veulent être sûres que ça va marcher, elles veulent pas décevoir, elles veulent pas être moquées, enfin pointées du doigt, elles veulent tout bien faire. Et forcément, quand tu te lances dans quelque chose, bah, tu peux pas tout bien faire parce que bah, tu ne sais pas Clairement. comment le faire, c'est nouveau. Clairement. C'est même la base, c'est de C'est ça. justement ne pas bien faire les choses parce que tu les feras bien en les faisant, en C'est fait, ça. au fur et à mesure. Et ouais, c'est ça. Et le déblocage qu'elles doivent avoir, c'est de se dire, bah, juste, c'est normal que je le fasse mal au départ, c'est normal que ça foire au départ, c'est normal que ce que je fasse au début, c'est nul. C'est justement parce que je le fais mal au départ que je vais réussir à y arriver un jour. Et moi, il y a quelque chose aussi dans ton propos parce que il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent et c'est aussi quelque chose que avait dit Sixtine dans un podcast précédent que vous pouvez regarder, hein, Sixtine Moulet-Berthaud, l'importance de la l'importance de la maman qui t'a donné une grande confiance en toi. Et aujourd'hui, bah, les mamans encore plus sont potentiellement des entrepreneuses. Donc cette possibilité de dire aux filles, oui, vous pouvez, oui, vous devez casser les codes. Et quel regard tu as d'ailleurs sur finalement sur une tendance actuelle qu'on remarque aussi, c'est que bah oui, il y a toutes ces filles qui cassent un peu les codes et de plus en plus il y a des filles qui sont à la tête de boîte et c'est nous on trouve ça top, mais en parallèle tu as aussi une mouvance masculiniste qui justement revient un peu en boomerang, hein, quelque part. Comment t'évalues ça et Ouais. c'est quoi ton regard là-dessus? Je pense qu'il y a plein il y a une partie des hommes que ça n'enchante pas forcément de voir autant de femmes se libérer et reprendre le pouvoir, parce que bah je pense que dans leur position à eux, ça leur enlève du pouvoir et du contrôle à eux. Forcément, c'est plus facile de contrôler quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas sa liberté financière, qui est au crochet, qui même même personnellement n'a pas repris son pouvoir et n'a pas assez confiance en elle pour choisir ce qu'elle aime pas, etc. Et donc forcément, enfin pour moi c'est pas étonnant qu'il y ait s'il y a toutes les femmes qui vont vers là, bah il va y avoir une mouvance extrême de l'autre qui essaye de les faire rester là où elles sont, parce que bah je pense qu'il y a plein de mecs qui estiment que c'est plus avantageux pour eux quand les femmes elles ont voilà, elles restent à leur place entre guillemets. Après je pense que enfin le seul moyen de leur répondre c'est de faire ce qu'on a à faire et de les laisser parler et en soi enfin moi il y a eu une période où j'étais hyper je regardais, ça m'énervait, je me disais: «Ah mais comment ils peuvent dire ça?» Et maintenant je me dis juste: «Ben en gros restez là où vous êtes et continuez à penser ça. De toute manière ça ne freinera pas le mouvement de l'émancipation des femmes». Donc en fait enfin peu importe ce qu'ils disent, ça changera rien, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce mouvement masculiniste, il est aussi très présent chez les entrepreneurs, hein. Ah C'est énormément. chez les Oui. entrepreneurs masculins, ouais. Ah oui, bien sûr. Ah mais c'est, enfin pour beaucoup d'entrepreneurs, même avec qui j'ai parlé dans la vraie vie, c'est, voilà, quand tu es entrepreneur, que tu es riche, que tu as ci, que tu as ça, bah tu veux, une femme qui s'occupe de toi en gros et qui reste à la maison, quoi. Ce qui en soi, bon, grand bien leur face, si elles sont OK, enfin il y a pas de problème, mais juste de clamer que c'est ce que devraient être les femmes, c'est un peu problématique, je trouve. Ton activité, ton académie Boost ton Biz, vise à donner quelles clés, quels outils aux femmes que tu accompagnes? Déjà principalement un état d'esprit, je pense que c'est la base, genre c'est ce qui ressort le plus de toutes les interviews de podcast que je fais avec mes clientes, c'est que quand elles arrivent, bah, comme on a dit, elles ont pas confiance en elles savent pas qu'elles sont capables d'y arriver. Et je pense que la clé et le pouvoir numéro un de Boost ton Biz, c'est qu'il est capable de redonner confiance
aux femmes qui sont à l'intérieur, et que à partir du moment où elles ont confiance et où elles savent qu'elles peuvent le faire, et ben là elles retrouvent tout le plan d'action en fait depuis la base de trouver une idée qui leur ressemble, puis comment transformer l'idée en un business plan, puis comment créer une offre, fixer un tarif, communiquer, trouver des clients, prospecter, vendre et créer un système qui fonctionne. Donc il y a toute une partie mindset, toute une partie stratégie, et il y a aussi un accompagnement. Enfin moi je suis en live 3 à 4 fois par semaine avec elles. Elles ont une coach qui répond à toutes leurs questions, elles ont des coachings individuels, et ça c'est ce qui permet de pas les laisser abandonner et baisser les bras, parce que forcément quand tu arrives devant tout ça, une formation, il y a plein de trucs à savoir, tu te sens pas encore forcément hyper légitime, c'est important d'avoir toujours quelqu'un qui est là quand même pour te dire allez, let's go, tu peux y arriver, et t'en es où et comment ça se passe, et qui puisse répondre à tes questions. Avec tes mésaventures sur le plan juridique, est-ce que tu organises et tu transmets je dirais, cette expérience que tu as eue au travers de tes formations? Est-ce qu'il y a un volet juridique Bien sûr. qui est ouvert, qui est donné, je dirais, à ces entrepreneuses? Ah bien sûr, il a évidemment pas été fait par moi, parce que vous avez compris que c'était pas de base mon expertise. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais il a Même si tu as fait été 3 ans de droit. Oui. Je pense que personne n'a envie de voilà, je ne retiens rien de mes compétences, c'est vraiment pas, je suis pas la bonne personne pour ça. Mais j'ai fait du droit, certes, mais en tout cas, j'ai évidemment délégué cette partie, mais il y a tout un module carrément sur tout ce qu'il faut savoir déjà pour ouvrir son entreprise, tout ce qu'il faut savoir pour bien gérer son entreprise, pour se mettre en sécurité, pour être en légalité, et voilà. Après j'aurais jamais fait. Enfin, je suis passée par une professionnelle parce que je pense que j'ai absolument pas les compétences pour le faire. Et c'est quelque chose que je partage énormément dans la formation, mais aussi dans mes contenus. Enfin, vu que je raconte tout le temps, pas ma vie, mais ma vie entrepreneuriale, disons, ça m'est déjà arrivé plein de fois de raconter les histoires qui se sont passées, et du coup, de faire un peu de la prévention en mode, voilà, ayez des bons contrats, faites des bons trucs, parce que c'est primordial, et parce que si tu le fais pas, tu te feras forcément avoir un jour. Excellent. D'ailleurs, moi, je lance une petite perche, hein, mais si à un moment donné, tu as besoin qu'on fasse une intervention, même pour proposer, puisque nous, avec InfoLawyers, justement, on propose vraiment des packs et des solutions pour aider les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui se lancent. Voilà. À être autonome sur le plan, à maîtriser ces notions pour avoir le bagage de départ indispensable pour avancer sereinement. Parce que tu l'as dit, finalement, il y a ce côté où tu as mis en place les contrats pour être sereine et pouvoir faire des choses sans t'inquiéter pour la suite. Alors que jusque-là, tu n'avais pas de contrat, finalement, tu as laissé rentrer plein de gens et tu n'étais pas sereine. Et tu as eu des tas de problèmes à gérer, des problématiques qui, j'imagine, t'ont pris énormément de temps, beaucoup d'énergie, qui ont été des sources de stress aussi, j'imagine. Donc tout cela fait que tu as compris cela, et Alors tu nous as dit que tu évoques tout ça dans tes je dirais dans tes formations, dans tes podcasts, ou en tout cas dans ce que tu indiques dans les réseaux. Il y a une totale transparence sur toute ton aventure. Oui, complètement. Je pense, enfin, c'est aussi une des raisons qui fait, qui explique clairement que j'ai pu autant développer mon business et avoir autant de clientes, c'est que depuis le premier jour où je suis sur Instagram, j'ai toujours tout raconté. Même des fois des trucs qu'on n'a pas forcément envie de raconter, toutes les galères que j'ai faites, qui me sont arrivées, toutes les erreurs que j'ai faites, autant que tous les succès que j'ai eus. Enfin, je me suis toujours dit, mon objectif, c'est d'être la plus transparente possible, et si je fais une énorme erreur, je le dis. Si quelqu'un me fait un coup et que c'est de ma faute parce que je me suis pas prévenue, je le dis. Et parce que, en fait, je pense que mon but, en tout cas, c'est que les femmes qui me suivent puissent retirer ce qu'elles ont à retirer de mon expérience à moi, et un peu de faire les erreurs, et puis de les faire à leur place, et de leur dire, bon, voilà, là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça, ça, c'était pas bien, ça, il fallait le faire comme ci, voilà ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est important déjà d'être transparente, parce que ça les aide. Premièrement, ça leur donne des conseils. En plus, ça leur montre que t'es pas au-dessus d'elles, et que toi aussi tu fais des erreurs, que toi aussi tu te trompes. Et je pense que si je partage mes succès, mes chiffres, ce que j'ai réussi à réaliser, c'est aussi important de montrer tout le côté un peu plus difficile, et tout ce qui m'arrive de négatif, pour pas donner l'impression que tout C'est réussit facile. et que c'est Voilà, facile. Ouais, c'est ça. Là, en gros,
la femme sage apprend de ses erreurs et la femme encore plus sage apprend des erreurs de Margot, quoi. Vraiment, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Mais c'est vrai que cette transparence, elle est énorme parce qu'en fait, ça n'existe pas dans alors, on en parlait tout à l'heure avec justement une personne, Edith Lassia, qui accompagne des dirigeantes, et en fait, elle nous expliquait que à un certain niveau d'entreprise, on ne peut pas parler en fait librement, de parler de sa vulnérabilité, parce que c'est et on doit incarner une position forte. Et toi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que tu parles en permanence de ta vulnérabilité, et je me demande aussi si potentiellement c'est pas ça incarner aussi à un moment donné la leader féminine, c'est aussi de montrer qu'on est déjà qu'on a le droit de pas être parfaite, hein, puisque on sait que beaucoup de femmes. Et puis surtout qu'un succès se construit, succès se construit, et l'excellence, parce que tu tends vers cela, eh bien, elle se construit, et elle se construit avec quoi? Avec des erreurs. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pardonne rarement des erreurs. En tout cas, on a l'impression qu'il faudrait être parfait tout de suite. On a l'impression qu'il faudrait tout de suite l'emporter, être tout de suite gagnant. Tout ça se construit, et il faut permettre au temps de faire son œuvre. Il faut permettre aux gens de devenir bons dans leur domaine, d'acquérir de l'expérience et de montrer ce dont ils sont capables. Mais ça ne se fait pas en un trait de temps. Il faut quand même laisser du temps au temps pour montrer son talent et sa capacité à dépasser, à se dépasser. Ouais. Et je pense que l'entreprise telle qu'on la connaît, elle s'est construite sur un modèle, encore une fois, vachement masculin dans l'énergie dans l'énergie. Et du coup, c'est pas forcément, si tu es chef d'entreprise, t'es pas censé dire que ça va pas, t'es pas censé dire qu'il y a des problèmes, t'es censé être un leader, du coup, à montrer tes forces, pas montrer tes failles. Et justement, je pense que... Pas pleurer. Oui, voilà, surtout pas. Attends, les hommes, ils pleurent pas. Mais pour moi, justement, il faut un peu casser ça, ou en tout cas, je sais que moi, personnellement, je me sens pas... En fait, je me considère pas comme moins compétente ou moins experte ou comme moins quoi que ce soit, parce que j'ai eu des erreurs, parce que j'ai eu des échecs, parce que des fois je pleure, parce que je fais des crises d'angoisse des fois, parce que il m'est arrivé ci ou il m'est arrivé ça. Et je pense que pour les gens qui me suivent, ça rend d'autant plus inspirant, parce que ça te rapproche des gens. Et en fait, même les plus grands entrepreneurs du monde pourront jamais dire qu'ils ont pas fait d'erreurs et qu'ils ont pas eu des échecs. C'est juste que ils le montrent pas parce qu'ils pensent que c'est stylé de pas le montrer, que ça donne une image de quelqu'un de fort et de puissant, alors Bien que sûr. tout le monde sait que c'est faux, quoi. Et nous, en notre qualité d'avocat, on est quand même dans les moments les plus parfois les plus difficiles de certains entrepreneurs. Tous les entrepreneurs doutent, vos avocats doutent, tout le monde peut vivre des moments qui sont pas forcément simples, et il est bon de le rappeler. Et c'est vrai que justement d'avoir des personnes comme toi qui le montrent et qui peuvent le montrer, parce qu'effectivement nous par exemple, je pense que c'est pas forcément facile et simple de montrer ça dans notre posture, mais d'avoir des personnes comme toi qui le montrent, je trouve que c'est intéressant, et ça rappelle à quel point ça fait partie de la vie et que c'est normal. Je pense que tout dépend du positionnement. C'est vrai qu'on attend de quelqu'un d'un avocat qui guide, qui donne, qui montre les choses à mettre en œuvre, et qui soit sûr de lui, et c'est important, et on le comprend, c'est qu'il soit fort, parce que l'entrepreneur, lui, de temps en temps, il a besoin de s'appuyer, je dirais, sur des repères fiables, solides, donc il y a une posture. En revanche, tu disais quelque chose de très intéressant, Henri, tu disais les avocats doutent, oui, parce que il faut douter en réalité. Être trop sûr de soi, d'une solution, d'une chose, on passe à côté. Quand on ne doute pas, on passe à côté de possibilités, ou voire même on commet des erreurs parce qu'on ne vérifie pas un conseil ou un autre. C'est le syndrome. Tout le temps, on doute pas, et on vérifie constamment
la portée et la viabilité, ou en tout cas Complètement. le caractère. C'est un syndrome psychologique bien connu là de Donner. C'est-à-dire plus tu en sais, Oui. moins tu en sais en fait. Et Oui. il y a plein de gens qui disent ouais. Et puis en fait aujourd'hui même avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, oui c'est très simple le juridique. J'ai eu cette réponse là, mais en fait c'est comme l'entrepreneuriat. Plus notre entreprise elle avance, plus on sait que les choses en fait ne sont pas si simples. Elles sont extrêmement complexes. Oui. Rien n'est simple en fait. Rien n'est totalement simple. À partir du moment où tu penses que tu sais, je pense que c'est la fin, enfin c'est la chute parce que à partir du moment où tu sais, t'écoutes plus les conseils, tu te remets plus en question, tu regardes pas ce qui se passe ailleurs, tu ouvres plus les Tu yeux. testes plus. C'est ça, tu testes plus parce que tu sais, t'as fait. Et je pense que c'est le début de la fin à partir du moment où tu te dis c'est bon, je sais, j'ai réussi. Et de réussir à mettre un peu son ego de côté et de se dire bah peut-être que j'ai fait ci et j'ai fait ça, c'est cool, mais ça veut pas dire que je sais tout, ça veut pas dire que demain il va pas m'arriver un truc qui va faire que je vais devoir me réinventer ou faire autre chose. Et je pense que c'est aussi une des clés du succès de savoir pas rester à sa place, mais juste se dire bah genre je sais pas tout et je constamment me remets en question pour apprendre et évoluer. Est-ce que tu as connu déjà des expériences qui t'ont incité ou qui t'ont amené à te dire ce n'est plus pour moi, je vais quitter l'entrepreneuriat? Alors j'ai eu des expériences reloues, mais jamais aucune qui a pu me faire dire non, je vais quitter le monde de l'entrepreneuriat. En soi, il y a eu plein de voilà, comme tout le monde, je pense, plein d'erreurs, plein de galères, plein de trucs qui sont arrivés. Mais j'aime tellement le process que en fait, je vais pas dire que j'aime autant les galères que les trucs, enfin les succès et les réussites. Mais je dis juste que genre j'arrive à les voir comme des tremplins qui vont me propulser à chaque fois un petit peu plus haut. Et donc, plus j'ai eu des galères, plus sur le coup c'était dur, mais je me suis dit: «Bah, le jour où tu arrives à ressortir de ça, tu vas être encore plus forte, encore plus, consciente, encore plus, aguerrie sur ce que tu dois faire ou pas faire». Et jamais en fait, je pense qu'il y a vraiment rien qui pourra me donner envie un jour de quitter le monde de l'entrepreneuriat. Les galères, c'est aussi une occasion de grandir, de mieux se Complètement. connaître, de faire mieux les choses. Est-ce que tu peux nous livrer justement une ou deux galères que tu as vécues pour qu'on comprenne de quoi il s'agisse exactement? Bah, par exemple, le fait de recruter des mauvaises personnes qui ont essayé de, prendre mes clients, de repartir avec mes clients ou de me faire, en soi une mauvaise réputation pour, développer eux leur propre business. Ça m'est arrivé. Le fait de mal gérer, mon argent, mon flux de trésorerie, savoir ce qui rentre et ce qui part et du coup, ben, ne pas savoir ce qui rentre et ce qui part et du coup me retrouver, bah, clairement à sec alors que j'avais besoin de payer des gens, ça m'est arrivé aussi. Donc il y a eu plein de choses, hyper reloues, j'en ai enfin, il y en a pas mal en tête Ouais. qui me viennent, mais Sur justement les mauvaises personnes qui partent avec tes clients et ça, on insiste souvent nous auprès de nos clients, des gens qui nous suivent, sur le fait que quand vous avez des gens dans votre business, n'hésitez pas à mettre des clauses de non-concurrence, des clauses de complètement. confidentialité. Souvent, c'est ignoré, c'est oublié. Et quelqu'un repart avec vos clients alors que vous n'avez pas mis de clause de non-concurrence, vous ne pouvez rien faire. Alors qu'au Complètement. contraire, quand tu as une clause de non-concurrence, bah, très clairement, tu peux aller demander des dommages d'intérêt, tu peux lui interdire et Ouais. en fait, tu as un levier de pression sur la personne. Donc, voilà, très important de mettre en place des Ouais. clauses de non-concurrence dans vos contrats avec vos freelances notamment. J'imagine que dans le cadre de ton académie, l'IA doit avoir aussi une place particulière. Oui. Et comment tu te places, comment tu invites les personnes qui sont dans ton académie à réagir par rapport à l'IA? Mmh. Bah, moi, c'est simple, je l'utilise énormément pour mon business et du coup, je leur montre juste comment est-ce que enfin, je leur parle de comment est-ce que moi je l'utilise, qu'est-ce que je lui demande de faire, comment est-ce que je le fais, en quoi est-ce que ça m'aide et c'est pas enfin, c'est un virage qu'elles prennent doucement, je dirais, mais à force de le répéter, à force de leur montrer et surtout à force de leur dire comment est-ce que moi je l'utilise et en quoi est-ce qu'il m'aide, elles commencent à prendre le pli petit à petit et je pense que peu importe le domaine dans lequel tu es, ChatGPT, ça peut être c'est un boost, mais qui est phénoménal, peu importe dans le domaine, dans lequel tu es, si tu C'est apprends à clair. bien l'utiliser, quoi. Quelle est la moyenne d'âge des femmes qui sont dans ton académie? Je dis des femmes parce Franchement, que oui. je me demande s'il y a aussi des hommes. Alors il y a quelques hommes qui sont adorables, mais il y en a vraiment très peu. Genre, je pense qu'il doit y en avoir, 4-5 sur, 2 700, donc c'est Ah oui, très peu. effectivement. Et du coup, bah, la moyenne d'âge justement, c'est, franchement entre, 20 ans et 60 ans en termes Mmh. Ah oui. d'écart. Après la grosse partie, je dirais, est entre
27 et 40, en gros. D'accord. C'est quand même Ok. très large. Et le parcours de ces personnes qui te rejoignent, ce sont des personnes qui sont en Ouais, reconversion, ou qui veulent se lancer, qui veulent changer de vie, ouais. ou des personnes qui n'ont pas travaillé pendant un certain temps et qui veulent se relancer. Non, C'est la plupart de ces femmes, c'est des personnes qui sont en reconversion. Étonnamment, j'ai un podcast où je les interviewe et on en a fait plus d'une centaine là déjà. Et je pense qu'un bon 80% d'entre elles ont fait un burn-out dans leur vie ah oui. salariée et du coup se sont lancées. Donc en fait, c'est beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît des femmes qui sont dans un taf, qu'elles n'en peuvent plus, elles pètent un câble, elles font un burn-out, un épuisement, et du coup elles sont en arrêt et du coup elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça arrive ultra fréquemment. Mais sinon, en règle générale, c'est toutes des femmes qui sont en CDI et qui juste ont envie d'être plus libres, et faire un truc qu'elles aiment. Le burn-out, hein, c'est lié à deux choses principales. C'est lié, première chose, au fait qu'on est beaucoup trop perfectionniste parce qu'on nous a répété toute notre vie que il fallait qu'on soit la meilleure, etc., la bonne élève, etc. Et donc, et on attend toujours l'assentiment de l'autre. Et la deuxième chose, c'est que le burn-out, il est vraiment lié au fait que on n'est plus tout à fait aligné dans le métier dans lequel on est, et en fait profondément et de manière reconnectée, notre corps nous envoie des choses pour nous dire c'est stop, quoi. Je pense que ce sont des signaux qui sont forts, qui incitent au contraire, non pas, faut pas s'en attrister. Je dirais quand on ressent mais par contre, il faut prendre tout de suite les mesures qui s'imposent pour éviter de sombrer, parce que le corps nous envoie des signaux et qui nous dit faut changer de voie, Bah faut ouais, changer d'orientation, sinon voilà, c'est ça. on va s'abîmer. Mais c'est aussi un peu le message que j'essaie de transmettre, c'est que personne à aucun moment dans notre parcours nous dit c'est important de faire un travail que t'aimes bien, c'est important de te sentir bien le matin. Si tu vas au taf et que t'aimes pas ce que tu fais, que t'as hâte d'être au week-end et que t'as hâte d'être à tes 5 semaines de vacances, c'est pas normal. En fait, on a beaucoup trop normalisé le fait de pas aimer son taf, pas avoir envie d'y aller lundi matin, avoir une seule hâte, c'est que vendredi arrive pour pouvoir se défouler et penser à autre chose le week-end. Et en fait, c'est la norme de la plupart des gens, mais pour moi ça ne devrait pas l'être, et je pense que l'entrepreneuriat tel qu'il est fait en ligne, etc., en 2025 là, c'est une bonne voie alternative à tout ça justement. Alors nous, il y a quelque chose qui est fondamental dans notre cabinet d'avocats et puis dans InfoLawyers, c'est qu'on construise quelque chose qui soit vertueux, en fait. On le met même comme finalement une de nos missions de notre cabinet, c'est d'œuvrer à l'épanouissement et au bien-être de ses collaborateurs et notamment de ses collaboratrices, puisqu'on a principalement des collaboratrices. Et donc l'épanouissement, ça veut dire l'épanouissement sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et j'ai l'impression, en te suivant, Margot aussi, que toi, c'est quelque chose qui est aussi fondamental dans le développement de ton entreprise, que tu développes une entreprise vertueuse. Est-ce que Mais tu peux nous en dire plus par rapport à ça? complètement. En fait, moi, je pense que de base, pourquoi est-ce que moi je le fais, c'est parce que j'ai vu que ce soit dans ma famille, par exemple, rien que de mes mamies, par exemple, qui ont été clairement ultra opprimées, et c'est pas, c'était plus ou moins normal à leur époque, et puis voilà, c'était à la norme. Moi, j'ai quand même grandi en voyant ça, et j'ai jamais trouvé ça normal. Et en fait, je me rends compte que c'est pas juste, que évidemment c'est un souci de génération, mais que aujourd'hui encore, les femmes, elles sont peut-être moins opprimées, mais pour autant elles ont pas le sentiment d'être vraiment libres de faire ce qu'elles ont envie de faire, et surtout d'être capables de le faire et d'assumer d'être ambitieuses, d'avoir des rêves, de vouloir gagner de l'argent. Pareil, tu vois, une femme qui a pas fait un travail sur elle est incapable de dire je veux gagner beaucoup d'argent. C'est des choses qui sont tellement ancrées, et il y a un immense travail à faire qui est voilà, qui est ancré et qui est ultra profond. Et moi, c'est la mission que je me suis donnée du coup avec mon entreprise. Et en fait, ce que je sais, c'est que une femme, par exemple, une de mes clientes qui fait ce chemin-là, qui casse un petit peu toutes ses croyances, tous ses freins, qui lance son business et qui réussit à en vivre, elle va d'une façon ou d'une autre inspirer et impacter des femmes à le faire aussi dans son environnement, parce qu'elle va avoir envie d'en parler, elle va avoir envie de le faire à son tour. Je vois bien, par exemple, à quel point toutes mes clientes sont réunies autour de la mission d'aider les femmes à devenir indépendantes. Elles veulent tellement l'être et voir les autres femmes l'être aussi, que je sais qu'à travers le travail que je fais avec Boost Ton Biz, non seulement je vais impacter mes clientes, mais qui vont, elles, impacter leurs enfants, par exemple, leurs filles, leurs potes,
leur famille et que finalement, par effet boule de neige, ça va. J'espère en tout cas. C'est viral. Quelque part, c'est viral ce que tu veux faire. Merci Margot pour tout ça. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si ça peut vous inspirer, si ça inspire des gens que vous connaissez. Vous pouvez aussi évidemment les taguer. Franchement, ce que tu dis pour moi, c'est fondamental. J'ai juste une petite anxiété. Elle est où ensuite la place de l'homme dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce que l'homme a quand même une place dans ton entreprise, ou alors est-ce que tu auras toujours tendance à privilégier les femmes? Alors moi, honnêtement, je pense que j'aurais, comme ça semble clair, moi ma mission elle est envers les femmes clairement, genre vraiment, évidemment que je souhaite à tous les hommes de cette terre de trouver ce qu'ils ont envie de faire et de réussir à s'épanouir, mais je pense que et de réussir à développer leur business, mais il y a tellement d'hommes qui en parlent. En fait, je me dis, il y a tellement plus de travail profond à faire chez une femme pour déjà simplement lui faire accepter qu'elle veut gagner de l'argent, qu'elle est capable de le faire, qu'elle peut y arriver, que en fait je préfère faire ce travail en profondeur avec les femmes et je me dis que je sais que les hommes trouveront le chaussure à leurs pieds dans tout ce qui existe aussi, et toutes les personnes qui peuvent les accompagner aussi, quoi. Je pense que je resterai vachement sur les femmes. Et derrière l'argent, en fait, tu mets quoi? Tu mets la liberté, en fait, la liberté, l'émancipation? Ouais, moi derrière l'argent, je mets la liberté, je mets l'émancipation, je mets le confort, je mets le fait de pouvoir être généreux, de pouvoir offrir, le fait d'avoir le choix de faire ce que tu as à faire, donc c'est une forme de liberté. Je pense que je mets énormément de choses derrière l'argent, puis même le lifestyle, le quotidien que tu as envie d'avoir, ce que tu as envie de, le niveau de vie que tu as envie de vivre. Je pense que l'argent, c'est évidemment le moyen qui ensuite amène à ce qui rend la quasi-totalité des gens heureux, quoi. Ouais, mais après, s'il y a que l'argent, et il y a pas mal il y a des familles, par exemple, qui sont très fortunées et qui héritent de ça. L'argent seul ne rend pas complètement heureux. Ça, Ah oui. Évidemment, c'est une vraie aide. Hein, Non. Ça, on va pas se le cacher. Mais clairement, voilà. Que ce soit pas un souci, voilà, que ce soit jamais un souci, et que tu aies une franche liberté pour engager, pour entreprendre, pour que, en fait, l'argent circule aussi. Il faut pas l'argent que l'on garde absolument de son côté sans vouloir en faire quoi que ce soit. Là, ça, c'est problématique. Mais l'argent qui circule, qui est là, qui sert à des projets, qui alimente, qui permet de faire avancer les choses. D'ailleurs, là-dessus, ta vision finalement de Boost Ton Biz, c'est d'emmener cette académie jusqu'où? Enfin, qu'est-ce que tu vois dans 1 an, 2 ans, peut-être dans 5 ans? Est-ce que tu as quelque chose, tu poursuis un projet où tu te dis non, je vais laisser les choses se construire au fur et à mesure? Alors non, moi je poursuis un projet ultime, c'est que le plus de femmes possible tombent sur ce que je fais sur Boost Ton Biz. Je pense que j'ai pas mal de projets qui arrivent, de business annexes, un business de boisson, un business de logiciel. J'ai plein de trucs qui arrivent, mais qui sont reliés autour de la même mission, d'aider les femmes à reprendre le pouvoir. Et je pense que, en fait, dans 3 ans, dans 5 ans, je m'en vois exactement à faire la même chose, mais avec, je l'espère, 10 fois plus de clientes, 20 fois plus de clientes, parce que, hormis ce que ça va être pour moi, je sais que ça va avoir plus d'impact, quoi. Ça me permet de rebondir là-dessus, parce que en fait j'ai vu que tu avais aussi développé une marque de boissons, c'est ça, de boissons énergétiques. Comment elle s'appelle cette marque? Kera, c'est ça. Et donc ouais. Est-ce que du coup, sur le plan, je dirais, du dépôt de marque, etc., vous avez pu être accompagné, vous avez pu faire bien les choses? Oui, pareil, on est passé par mon avocat qui m'aide énormément. Enfin, moi, je me lance plus dans un business sans être accompagnée, donc clairement. Et qu'est-ce que tu attends, et qu'est-ce que tu recherches, toi, chez un avocat, justement? Ce serait quoi les 3 plus grandes qualités que doit avoir un avocat, selon toi? Franchement, premièrement, évidemment, l'expertise. Bon, ça ne fait aucun doute. Deuxièmement, et ça a été, je trouve c'est dur à trouver, c'est la facilité à moi, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai besoin de comprendre un petit peu les rouages de comment ça marche. Et je pense que, une des grandes qualités que peut avoir un avocat, c'est de savoir transmettre un peu à des moldus entre guillemets du juridique qui n'y comprennent rien. Comment est-ce que tu peux expliquer et faire comprendre de manière claire ce que tu as à faire, ce que tu dois faire, ce que tu peux pas faire. C'est ça.
simplifier. Je trouve que c'est un domaine qui est tellement Simplifier compliqué. et aider à la décision, quoi. C'est ça, exactement. Et savoir ce que tu fais, savoir où tu vas, et puis aussi avoir une vision quand même très claire de ton entreprise et de tes projets, et voilà, de sentir que notre avocat sait où on va et sait ce qu'on veut accomplir. Ok, alors est-ce que toi tu es plutôt de la team entrepreneuse ou entrepreneur avec un E justement? Entrepreneuse, moi, j'ai toujours dit ça. Entrepreneuse. Ok, Je d'accord. pense que au moins on entend la différence. Genre, moi je suis team entrepreneuse, je dis que entrepreneuse. Dites-nous là en commentaire si vous êtes plutôt team entrepreneuse ou Ouais. entrepreneur. On sait qu'il y a un véritable débat sur le sujet. Hein. Donc, Justement, en parlant de team, tu as autour de toi, est-ce que tu as des associés? Ou tu es seul? Tu es Pas seul maître à d'associé, non. bord? Pas d'associés. Ouais. Par contre, tu travailles avec un ensemble de compétences qui est organisé autour Oui. de toi, c'est contractualisé. Tu n'envisages pas à un moment donné je sais bien que tu as vécu des mauvaises expériences, mais tu n'envisages pas de te dire, tiens, j'ai envie de m'associer parce que ça va me permettre de me déployer différemment. Je vais trouver quelqu'un qui sera complémentaire. Un petit peu comme le duo qu'on forme avec Henri, où on est extrêmement complémentaires, où chacun fait ce qu'il doit faire sans se poser de questions et où chacun a ses domaines de prédilection dans lesquels il exerce et qui fait que on forme un duo efficace dans le cadre de notre cabinet. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu voudrais tendre? Alors moi, je suis pas fermée à avoir des associés. Par exemple, sur la boisson, j'ai une associée. Sur le logiciel que je vais lancer, je serai pas fermée à m'associer avec quelqu'un, parce que je comprends la puissance que ça peut avoir. Mais honnêtement, pour Bousson je pense qu'on n'arrivera jamais, parce que Mhm. c'est beaucoup trop important pour moi, et ça fait beaucoup trop d'années, ça fait 4 ans, mais que je donne toute mon âme parce que c'est le projet le plus important de ma vie, et que je sais que voilà, ça a beaucoup trop de valeur pour moi, et je prendrai jamais le risque, et je pense que je ferai jamais assez confiance à quelqu'un pour le faire rentrer dans ma société en mode avoir des parts de mon entreprise. Je pourrais évidemment avoir un deal de je te donne, je sais pas, 10% si voilà, on atteint cet objectif-là en mode marketing ou autre. Mais il y a jamais personne qui sera dans les statuts de mon entreprise. Avec Boost to Me, c'est quasiment évident. Ça me fait penser à aussi une chose, c'est que quelque part, tu es, pour l'instant en tout cas, très impliqué aussi dans l'opérationnel. Tu es dedans, même si tu te fais aider, mais tu es très, très dedans. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'aurais pas envie de travailler davantage sur ton business et non dans ton business? En vrai, là, si ça me prend C'est 2 heures par jour, Boost to Me, même pas. Ça me prend 2 heures par jour, et par contre, je travaille énormément sur ma création de contenu, mon personal branding, là où je veux amener mon business, donc mes nouveaux oui, projets aussi qui c'est arrivent. donc Donc je travaille stratégique. pas Donc 2 heures par jour. Voilà. donc tu es plus, et finalement, tu travailles davantage sur ton business Oui. et non pas dans ton business. c'est pour ça Oui, que d'ailleurs largement. c'est pour ça que d'ailleurs t'as les résultats que tu as. Hein. Si tu avais 3 conseils essentiels à donner à des personnes qui sont entrepreneuses ou entrepreneurs et qui voudraient qui sont soit déjà lancés, soit qui commencent, mais qui peuvent être aussi déjà pleinement déployés, et puis qui se disent j'avance pas forcément comme j'aimerais. euh, Quels seraient les 3 conseils à donner pour quelqu'un qui veut booster son biz? Déjà, premièrement, je pense que il faut passer à l'action, on a déjà dit, c'est bateau, mais il faut si tu sens que tu stagnes, ça veut dire que tu dois faire des choses différentes, tu dois tester des nouveaux formats, des nouvelles façons de le faire, des nouvelles façons de le vendre, des nouvelles façons de mettre en place telle ou telle chose. Je pense que le piège, c'est de stagner et de continuer à faire ce que tu as toujours fait, et d'espérer que miraculeusement tu aies des résultats différents. Je pense qu'il faut toujours être dans une dynamique de tester des nouvelles trucs, enfin des nouvelles choses, avoir une nouvelle idée, l'essayer, retester ça, repartir comme ça, faire quelque chose de nouveau, et toujours tester plein de formats, plein de choses. Ensuite, je pense que il y a aussi un truc que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, c'est de passer assez de temps avec ses clients. En fait, ça c'est un truc, ça paraît con, mais il y en a plein qui se disent juste voilà, je vends mon truc, je délivre ma prestation, et puis au revoir. Alors qu'en fait, plus tu passes de temps avec tes clients, plus tu leur parles par message, plus tu es proche d'eux, plus tu discutes avec eux,
plus tu as de la data sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent et ce dont ils ont besoin, et donc plus tu peux être performant dans ce que tu leur apportes après. Et moi, c'est pour ça, par exemple, il y a tellement de gens qui me disent, mais Margot, pourquoi tu fais encore genre 3-4 lives par semaine avec tes clientes? T'as plus besoin, tu peux prendre des coachs. Et j'ai des coachs qui font aussi des lives avec elles, mais moi, je les fais 3-4 fois par semaine parce que je suis au contact tout le temps, tout le temps, tout le temps d'elles. Et donc, je connais depuis 4 ans, chaque jour un petit peu mieux leurs angoisses, leurs peurs, leurs blocages, leurs freins, leurs espoirs, leurs motivations. Et donc, je suis beaucoup plus pertinente et performante dans mes contenus et mon marketing, quoi. Complètement. Et c'est exactement ce qu'on fait nous quand on fait ce podcast. C'est aussi aller à la rencontre, avoir des discussions profondes avec les entrepreneurs, les entrepreneuses. C'est ce qu'on fait aussi dans des masterminds quand on rencontre des entrepreneurs et qu'on vit des moments forts avec eux. Clairement, ça permet de créer des liens qui font qu'ensuite on comprend parfaitement les besoins. Margot, je sais pas si tu es au courant, mais dans certains masterminds, tu es un peu une référence citée comme modèle. On dit de toi, elle crée des, parce qu'en fait, t'as les techniques marketing qui font un peu vibrer tout le monde. Margot Cunego met en place des challenges. Elle a mis en place des teams d'ambassadeuses. Et c'est vrai que je pense que t'as amené finalement quelque chose sur le marché. Et là encore, je m'interroge sur justement si ces teams d'ambassadeuses, puisque nous-mêmes, on a beaucoup de partenaires femmes qui sont qui ont des communautés aussi, et on voit que ça marche beaucoup mieux chez les femmes. C'est-à-dire que les femmes ont une capacité à dire maintenant vous achetez ça, toutes les suivent parce qu'en fait on fait confiance à sa bonne copine, quoi. Et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà ta manière de vendre via des challenges et ensuite via des ambassadeuses? Du coup, moi, j'ai fait des challenges pendant 2 ans. C'est parti d'une idée vraiment. Je me suis dit un soir dans mon lit, putain, ce serait bien quand même que j'arrive un peu plus à montrer la valeur de Boost Ton Biz que en faisant juste des masterclass. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire un challenge pendant je crois que c'était 4 jours le premier. Et donc voilà, le premier, on était peut-être 600 inscrites et ça avait quand même assez bien converti. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le challenge, c'était parfaitement fait pour moi dans le sens où ça permet de créer l'effet communauté et de créer l'engouement et l'énergie dont mes clientes ont besoin pour passer à l'action. En fait, le challenge, ça a été un super système d'acquisition pour moi parce que ça correspondait à ce qu'attendent mes clientes. Le problème qu'il y a eu, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les challenges, mais en fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est que si t'as pas une audience qui est ultra réceptive à l'aspect communauté, à l'aspect être ensemble, se motiver, se tirer vers le haut, le challenge, il sera pas efficace, ou du moins pas aussi efficace que ce que tu l'imagines. Et moi, dans la façon dont je l'ai amené, c'était parfaitement fait pour moi. En fait, je l'ai créé pour moi, je l'ai pas pompé quelque part. Je me suis juste dit, moi, elles veulent quoi, mes clientes? Elles veulent être en communauté. Et après, je me suis dit, en fait, elles veulent aussi être suivies. Elles veulent que quelqu'un discute avec elles, les motive pendant le challenge, leur montre qu'elles sont capables d'y arriver. Parce que mes clientes, elles ont besoin de se sentir motivées et en confiance pour investir sur elles. Et donc, je me suis dit, c'est très simple. Qui est-ce que je vais prendre? Parce que à la fin, je fais des challenges avec genre 10 000 personnes. Qui est-ce que je vais prendre? Comment est-ce que je vais m'organiser pour avoir un suivi personnalisé comme dans Boost Ton Biz, mais à l'échelle de 10 000 personnes? Et donc, en fait, la réponse, elle était simple. J'ai pris des clientes à moi comme je vous ai dit, mes clientes, quand elles arrivent dans Boost Ton Biz, elles ont la même mission que moi. Elles veulent voir les femmes briller, réussir, etc. Donc, en fait, c'est même pas... elles arrivent, elles sont ambassadrices, elles savent qu'elles vont permettre à des femmes de se lancer, de travailler sur elles, donc elles sont trop refaites. En plus, elles kiffent le programme et elles sont 100% convaincues, donc forcément pour passer à la décision d'achat, c'est plus facile. Et en fait, ça reste dans la mission de des femmes qui inspirent d'autres femmes, qui inspirent d'autres femmes, qui inspirent d'autres femmes. Et finalement, c'est le moi, MLM ou la pyramide de Fonzie des femmes qui mais vraiment, des femmes qui inspirent des femmes, qui inspirent des femmes, qui inspirent des femmes pour changer le monde. Bravo, vous envoyez du lourd. Non, mais c'est vraiment l'objectif. Je le vois comme ça. C'est énorme. Franchement, bravo. Merci pour toute la valeur et franchement, en fait, ce qui est dingue, je suis sûr que vous apportez plein de stratégies, plein de choses, mais derrière, c'est avant tout le mindset,
c'est l'énergie ultra puissante, j'ai l'impression, en fait, tes challenges, je pense, sont des catalyseurs d'énergie qui poussent à passer à l'action et à se dire aux femmes, bah oui, je suis capable d'eux parce que les autres le font, et donc en fait ensemble, et c'est de toute manière ensemble que vous casserez les barrières et les codes. Donc ouais, non, franchement, c'est bravo. Et ça me fait penser à une chose, c'est que est-ce que tu continues toujours à te former aujourd'hui encore, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es finalement tu es amené à avoir des idées et à être je sais bien que tu es aujourd'hui source d'inspiration comme le disait Henri, mais et que tu fais œuvre de créativité, mais est-ce que voilà, tu continues à te former et à créer aussi, avoir des mentors, avoir des mentors, ouais. Alors j'ai pas de mentor. En fait, j'ai un avis ultra. Enfin, je sais que c'est pas du tout ce que pense la majorité des gens, et vraiment je sais que là-dessus je suis. Enfin, c'est un peu chelou, mais en fait j'ai un peu le sentiment que si j'ai quelqu'un à suivre, j'ai moins, enfin, les idées me viennent moins de moi-même, et ça c'est pas un truc que je conseille, parce que moi je sais que mes clientes, ben je les inspire beaucoup, je les guide beaucoup, et que ça les aide énormément. Mais c'est juste que moi j'ai le sentiment que une de mes forces principales, c'est mes idées justement, et que si je suis trop quelqu'un, et ben j'aurai moins les idées claires, et elles viendront moins de moi. Et ça c'est purement personnel, mais c'est pour ça que j'ai jamais eu quelqu'un à qui vraiment que quelqu'un à suivre au quotidien, quelqu'un dont je regarde tous les contenus, quelqu'un dont j'achète les formations encore et encore pour rester à son contact. Pour autant, je me suis fait, et encore maintenant, énormément accompagner sur des aspects beaucoup plus techniques de gestion financière, de marketing, de stratégie. Mais c'est juste que j'ai, en termes de mentor, genre vraiment quelqu'un que je suis, j'ai le sentiment que ça m'enlève un peu ma créativité, qui est mon truc numéro 1 sur lequel je m'appuie dans mon business. J'ai quand même le sentiment que l'une de tes qualités, tes grandes qualités qui est essentielle, c'est une forme de spontanéité, peut-être d'intuition aussi, qui te permet de te dire, je vais aller dans cette direction parce que je sens, sans réfléchir, mais parce que j'ai un flash, une impression que il faut que je teste ça. Et puis le fait de tester fait que tu réussis, en fait. Et sans doute que dans toutes ces intuitions, il y en a quelques-unes, non, ça n'a pas fonctionné comme je le pensais, mais tu as fait, mais tu as fait. Mais c'est ça qui est important, c'est que tu es passé, c'est ce passage à l'action où tu t'es pas freiné en te posant 1000 questions de savoir si tu devais le faire ou pas le faire. Tu y as été spontanément, peut-être même en prenant des risques inconsidérés ou pas, mais en tout cas, tu l'as fait, t'es passé à l'action. Et je pense que c'est ça qui fait ta force, et que t'as moins besoin de quelqu'un qui va te coacher sur ce plan, puisque t'en as pas besoin en fait. Tu y vas. T'as pas besoin de quelqu'un qui va te dire faut le faire. Exactement. J'ai vraiment aucun mal à me motiver à passer à l'action. J'ai aucun mal à avoir plein d'idées, à de les tester. J'ai pas de problème à me prendre des murs. J'ai pas de problème à foirer quelque chose. Donc en soi, sur le plan là, j'ai pas, effectivement pas besoin d'être. Et par contre, la contrepartie de ça, c'est pas par moment que tu te disperses et défocuses un peu. Enfin, t'as pas des phases un peu. Ouais. Si. J'ai beaucoup trop d'idées. Oui. Oui, non, mais j'ai beaucoup trop d'idées, et la plupart qui sont, en vrai, sur toutes les idées que j'ai et les intuitions que j'ai, il y en a peut-être à peine la moitié qui sont bonnes. Mais du coup, maintenant, pendant très longtemps, je testais tout, et du coup, je perdais quand même pas mal de temps à m'éparpiller. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est très simple, c'est que dès que j'ai une idée, je la mets sur ma note d'iPhone, et je me dis, en fait, si ça doit être une idée que je dois lancer maintenant, je vais y revenir. Enfin, il va se passer un truc qui va faire que je vais me dire, OK, faut que je lance maintenant. Parce que si je devais lancer tout ce que j'ai comme idée, tout ce que j'ai en tête, ça partir dans tous les temps, ce serait n'importe quoi. Et donc maintenant, pour savoir si je dois le faire ou pas, je le note. Des fois, je relis un peu ma note d'idée. Puis des fois, si je me dis, c'était vraiment une idée catastrophique, genre heureusement que tu l'as pas fait. Et des fois, je me dis, il y a un truc qui revient, putain, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Et quand ça revient, je me dis, vas-y, c'est bon, tu peux le faire, quoi. Donc, tu as un processus. Un petit système. T'as un petit système qui permet de te dire, je mets une idée sur le papier, je la laisse mûrir, et je retombe, je la reprends. S'il y a quelque chose qui me renvoie vers elle. Une semaine après. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas notées et tu regrettes de ne pas l'avoir fait? T'avais une idée, tu t'es dit, je m'en souviendrai, et finalement, non.
En vrai, je pars du principe que les bonnes idées, elles peuvent pas disparaître. Super, Si t'as vraiment une bonne idée, tu l'oublies pas, je pense. De toute manière, voilà, ça reviendra, ça c'est clair. Voilà, Merci en tout cas, Margot. On arrive au bout de ce Avec podcast plaisir. et avant de terminer, on va te poser la question qu'on pose systématiquement finalement à toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast. Si tu avais quelque chose à dire à la petite Margot de 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je lui dirais. En vrai, j'aurais tellement de trucs à lui dire, mais je pense que le truc principal que je lui dirais, c'est qu'elle doit absolument se faire confiance, qu'elle doit pas du tout écouter tous les gens qui vont essayer de l'empêcher de faire des trucs, qu'elle doit pas écouter tous les gens qui vont essayer de la freiner et de l'enlever de son intuition justement. Je pense que depuis que je suis toute petite, je suis ultra connectée à mon intuition et que elle sait avant moi ce que j'ai à faire. Et il y a eu beaucoup trop de gens qui ont essayé de me détourner par plein de personnes différentes, et je vous dirais vraiment reste focus sur ce que tu sens qui est bon pour toi, avance, laisse les autres parler et puis tu verras où tu arriveras quoi. Ça me fait penser à une chose. Voilà. Est-ce que la Margot de 8 ans était une rêveuse? Était quelqu'un qui était qui rêvait d'un avenir particulier ou avançait comme ça sans forcément sans vision particulière? Alors moi, je sais que c'est assez drôle, mais quand j'étais petite, je disais, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais, je veux être patronne et je veux être super riche. Et quand Ah. j'étais vraiment, Voilà. mais vraiment enfant, quoi. Donc quand on me demandait en primaire ce que je voulais faire plus tard, je voulais être patronne et je voulais être riche, mais j'avais aucune idée dans quoi. Donc en fait, je pense que j'ai toujours eu quand même ça un peu en moi, le truc de l'entrepreneuriat et de vouloir faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Mais après, je l'ai complètement perdu au collège, au lycée, à la fac. Je me suis, justement, c'est un peu ça que je voulais dire par là, c'est à force de me répéter que la voie c'est ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Et ma mère, elle m'a transmis plein de trucs trop cool, mais pour ce qui est de me mettre dans le droit chemin comme elle le pense, ça a été pareil la meilleure. Genre vraiment, elle m'a matrixée, conditionnée avec les études, tout ça. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure de mes années, ça m'est sorti de la tête. J'ai arrêté de penser à ça parce que je me suis dit non mais c'est pas possible, ce sera quand tu auras 50 ans et tout. Et donc je pense que j'ai perdu ça pendant très longtemps et que c'est revenu à mon voyage en Australie quand j'étais loin de tout et que je me suis dit en fait je vais pas revenir dans une vie que j'aime pas quoi. Excellent. Merci Margot. C'est excellent. Merci Margot. Merci à toi.